Si vous vous promenez dans les rues d'Erbil, la capitale administrative du Kurdistan d'Irak, par une chaude matinée du mois de juin, aux alentours de 10h34, il y a toutes les chances pour que vous rencontriez des gens ainsi vêtus. Voici un homme en djeli kurdi, la tenue kurde de base que l'on retrouve dans toutes les régions kurdes avec bien des variantes. Deux jeunes en tenue de sport que l'on retrouve dans toutes les régions du monde avec des variantes locales dans le maintien du cheveu. Une grand-mère qui cache sa robe et sa ceinture à fleurs de base sous un tchador venu directement d'Iran et bien implanté ici depuis 3 ou 4 ans. Deux hommes en kandoura immaculé qui viennent tranquillement du Golfe pour faire des affaires au Kurdistan, une nouveauté pour cette région où sous Saddam, les seuls Arabes qu'on rencontrait étaient des soldats. Bref, il n'y a pas de doute, vous êtes bien arrivé dans la région autonome du Kurdistan, une entité fédérale et autonome au nord de l'Irak, reconnue internationalement depuis 2003, le seul îlot de paix dans toute la région, carrefour et lieu de passage de tous les trafics. Mais si vous vous rendez au bazar en compagnie de Shena Abdullah, une jeune anthropologue formée aux États-Unis et bonne connaisseuse des habitudes de ses compatriotes, vous verrez que les vêtements racontent une nation beaucoup plus attachée à ses traditions qu'il n'y paraît, ainsi qu'un patriotisme totalement débridé. Nous sommes au bazar tôt le matin. Et comme vous voyez, beaucoup de gens passent par ici, vieux et plutôt jeunes. Certains vont travailler, d'autres, comme cet étudiant, se rendent à l'école. C'est aussi l'heure d'ouverture des échoppes. Voilà une femme qui porte des habits traditionnels, vraiment traditionnels. Elle porte une kolana nouée dans le dos. Elle se promène toute seule, ce qui nous dit qu'elle est divorcée et très pauvre. On le voit aux chaussures en caoutchouc. Elle vient probablement de la campagne. Les vieilles femmes, traditionnellement, portent ce genre de fichu blanc. Quand on vieillit, disons autour de 45 ans, on porte ce type de foulard. Mais cela nous indique également le statut de la femme. Par exemple, si elle est seule et indépendante. Lui est résolument moderne. La nouvelle génération a toujours un téléphone portable à l'oreille, une ceinture qui brille et de longues chaussures à bout pointu. C'est très représentatif de la jeunesse. Celui-ci fait partie de la vieille génération, avec ses vêtements traditionnels. Pour que la panoplie de l'homme kurde traditionnel, nommé djeli kurdi, c'est-à-dire costume kurde, soit complète, il faut théoriquement un haut et un pantalon bouffant accompagnés de chaussures blanches, d'une ceinture en tissu noué autour de la taille et attention, il manque à ce monsieur le chapeau ou turban, disons pour l'instant, la coiffe que porte celui-ci. La ceinture, nommée peshtoen, peut nous en apprendre long sur celui qui la porte. Ceux qui la mettent sans nœud, comme ce charmant garçon, sont célibataires, donc open, à la différence de ceux qui la portent nouée, qui sont ultra mariés et inapprochables, comme celui-ci. La coiffe est composée d'un petit chapeau entouré d'une écharpe qui s'appelle la jamana. Elle s'enroule de plusieurs façons. Les Kurdes du Sud disent qu'il faut la porter bien serrée autour de la tête, car on doit lever les yeux pour regarder les montagnes, alors que les hommes de la plaine, au nord, la portent avec plus de nonchalance. Tandis que M. Hadji Cherif, que voici, vient à l'évidence du Sud. Son neveu, aux fâcheuses tendances modernes, a encore besoin d'une petite mise au point. C'est bien comme ça. Pourquoi pas? Mais il faut le soulever un peu derrière les oreilles. Mais le mien, il n'est pas comme le vôtre. C'est parce qu'il est trop lâche. Il faut le resserrer davantage. C'est pas agréable à porter, c'est trop chaud. Mais comme ça, tu es mignon. Et puis c'est un symbole kurde. Maintenant, tu es encore plus beau avec ça. Ce costume que vous avez là, ça ne vous gratte pas? C'est très frais et léger à porter. On dirait qu'il est fait main. Sais-tu combien je l'ai payé? 300 $. 300 $? Ça veut dire que c'est le plus cher. C'est l'un des moins chers. J'ai payé ces chaussures 150 $. Elles sont faites au Kurdistan. La semelle est en tissu.
Dans une région où le salaire mensuel moyen est de 450 $ maximum, l'achat de cette panoplie est un investissement pour la vie. Cette chaussure, nommée Clash, est faite à la main et sans doute une ancêtre des espadrilles. Son histoire remonte loin. Appauvris par les guerres, les montagnards recyclaient tout. Et des vieux habits qu'on ne pouvait plus rapiécer, on faisait des chiffons qui constituent la semelle des Clash, qui se porte par ailleurs blanche et rigoureusement propre. Camille est professeur d'anglais, et bien qu'il néglige le chapeau et les chaussures, il possède plusieurs costumes bouffants, tissés à la main et bien aérés, mais n'en a jamais assez. Aujourd'hui, il se rend au bazar pour se faire tailler un nouveau Jelly Kurdi. Quand un client arrive, il me demande de lui coudre un costume sur mesure. Je lui demande quel modèle il souhaite et parfois il me dit « Tu as beaucoup de goût, fais-moi ce que tu veux ». Je regarde son physique pour voir s'il est maigre, gros, grand ou petit. Et c'est là que je lui propose un modèle qui lui ira bien. Je choisis aussi la couleur. On m'écoute toujours car nous, les tailleurs, nous sommes comme des médecins. Entre les différentes coupes, il existe d'autres nuances plus décisives qui ne trahissent ni la corpulence ni le statut marital, mais donnent des informations hautement politiques. Si on est de gauche, on s'habillera plutôt comme les partisans de Noshirwani, simple, près du peuple. Aujourd'hui, chaque homme politique donne son nom à un modèle. Par exemple, nous avons le modèle Noshirwan, qui était l'ancien leader du mouvement du changement. Mais à l'époque, il y avait des poches avec un rabat et des boutons ici. Et celui-ci? Celui-ci, c'est le modèle Massoud Barzani, parce qu'il a une fermeture éclair. Il est reconnaissable à sa fermeture éclair. À la place des boutons, il y a un zip. Oui. Massoud Barzani, le président de la région Kurdistan avec la fermeture éclair et les poches, est le fils de Mustafa Barzani, considéré comme le libérateur du Kurdistan irakien. Important chef de clan, il porte toujours cet habit pour bien montrer que c'est la tradition qui le guide. Sur l'échiquier politique, il est plutôt conservateur, y compris dans les vêtements. Son opposant historique, Jalal Talabani, un ancien communiste, est devenu président de l'Irak post-Saddam, tout en conservant une forte assise locale. Il est pro-occidental, y compris dans ses vêtements. Dans la société civile, plus généralement, la différence entre ceux qui portent le Jelly Kurdi et les autres est devenue peu à peu une question de génération ou d'origine sociale. Par exemple, Camille, notre professeur d'anglais, en réalité, ne se sent pas libre de porter son costume bouffant aussi souvent qu'il l'aimerait. Ça, c'est ma tenue habituelle pour aller au travail. J'aimerais pouvoir porter l'habit kurde tous les jours. Mais pour moi, c'est un peu difficile de porter la même chose tous les jours. Quand je porte le Jelly Kurdi trop souvent, mes amis me disent que je n'ai pas d'allure, que je ressemble à rien, que je le mets trop souvent. Cela me fait vraiment de la peine. Il y a des raisons à la fois culturelles et sociales pour expliquer que les gens ne portent pas l'habit traditionnel à l'école ou au travail. Si vous travaillez dans un bureau, si vous êtes ingénieur, médecin, donc plutôt issu d'une classe sociale élevée, ou encore étudiant à l'université, une fois que vous avez choisi cette voie, d'être une personne plutôt instruite, vous vous éloignez forcément un peu de la tradition. La tenue traditionnelle y est vraiment méprisée. Quand on voit des jeunes garçons et des jeunes filles habillés traditionnellement, on se dit « Ah, ils viennent de la campagne. Ils viennent sûrement de la campagne. » C'est officiellement parce que le Jelly Kurdi est devenu un symbole de l'ancien temps que les Peshmerga, les résistants qui ont livré un combat sans merci à Saddam Hussein, leur ennemi mortel, ont été forcés depuis 2003 de l'abandonner pour adopter celui de la toute nouvelle armée nationale irakienne. Car bien qu'autonome et qu'on le veuille ou non, le Kurdistan fait partie du nouvel Irak et le gouvernement central s'emploie à estomper les différences communautaires. Adnan a été Peshmerga dès ses 17 ans et pour lui ce changement ne va pas de soi. Quand je suis devenu Peshmerga, il n'y avait pas d'entraînement. On mettait le Jelly Kurdi et on suivait notre chef partout. C'était bien mieux que maintenant, nous étions plus libres.
Aujourd'hui, nous devons porter des bottes et des uniformes et on est obligé de se raser la barbe. Aujourd'hui, comme je porte l'habit kurde, j'ai pu ne pas me raser. Les gens détestent ce nouvel uniforme. Par le passé, quand les Peshmerga portaient l'habit kurde, on était respecté partout où on allait. Avec le nouvel uniforme, les gens nous regardent de travers. Ça leur rappelle l'ancien gouvernement irakien. C'est pourquoi les gens détestent cet uniforme. Il faut dire que l'uniforme de la nouvelle armée irakienne, qui recycle au Kurdistan les anciens Peshmerga, est resté strictement identique à celui de l'armée de Saddam, avec son célèbre béret et ses galons incrustés du drapeau irakien. Auparavant, les Peshmerga luttaient dans les montagnes et constituaient la force armée des Kurdes qui voulaient l'autonomie. Aujourd'hui, ces combattants se retrouvent dans une armée régulière, bien organisée. Nous sommes tous avec le même uniforme pour signifier que nous appartenons tous à la même armée, pour mieux accomplir notre devoir. Un peu plus folichonne que le costume Saddam, et nettement plus engageante, la tenue que portent les femmes kurdes lorsqu'elles sortent batifolées est un défilé de couleurs et de paillettes, de chatoyances et de dorures dont le motif central est la fleur. Elle se compose d'une longue tunique, d'un gilet sans manches et de beaucoup de bijoux en or de préférence. En réalité, ici, le pique-nique du vendredi est une véritable institution, voire une obligation dont le programme est aussi immuable et réjouissant que la beauté des jeunes filles en fleurs. On mange, on danse, on chante, on drague un peu et plus si affinité. Et c'est en pleine nature qu'on sort ses habits les plus sophistiqués et les plus précieux. Bien que les Kurdes soient majoritairement musulmans, le foulard est encore optionnel. La chaussure est ouverte, légèrement savate, avec une option dorée ou colorée. Pendant la semaine, je porte un vêtement moderne. Mais pour venir au pique-nique le vendredi, j'aime porter l'habit traditionnel. Nous sommes là pour faire un très beau pique-nique et pour nous amuser. C'est folklorique, c'est une ancienne tradition. C'est resté en nous. Les filles font des rencontres ici. Parfois, elles trouvent quelqu'un, vous voyez. Il faut une nouvelle robe pour chaque fête. On ne peut pas porter une vieille tenue. Mais cela ne revient pas si cher que ça pour les femmes. Les habits pour hommes coûtent beaucoup plus cher que ceux pour femmes. Mais les hommes se plaignent quand même de ça et disent « Quoi? Encore de l'argent? Pour une nouvelle robe? Et encore une autre? Et encore une autre ?» Certaines femmes ont jusqu'à 40, 50 robes différentes qu'elles collectent au fil des fêtes et gardent dans leur armoire. C'est dans les grands bazars que les femmes viennent chercher de quoi confectionner autant de tenues que de pique-niques et de fêtes. Ici, on trouve un large choix de tissus que l'on emportera ensuite chez une styliste qui s'emploie à personnaliser la tenue de sa cliente, comme Bar Ismailpour, une des plus fameuses. Chaque année, de nouvelles modes vestimentaires arrivent du monde entier sur le marché. C'est pour ça que j'essaie de créer de nouveaux styles qui mélangent la robe traditionnelle avec les nouveautés. Par exemple, dans le passé, il y avait seulement 2 ou 3 types de gilets sans manches. Moi, j'en invente de nouveaux, parce que les jeunes femmes veulent de la nouveauté. Cette robe est dans le style de l'habit traditionnel kurde, mais j'y ai apporté quelques changements au niveau du gilet et de la ceinture. Le pantalon est censé être long et je l'ai bien raccourci. Quand elle n'opère pas des raccourcis scandaleux, notre styliste confectionne des tenues qui viennent flatter le patriotisme kurde, qui n'attend qu'une robe pour s'exprimer. Bar verse parfois aussi dans la modernité débridée et propose des robes de mariée à l'occidentale. Lors des mariages traditionnels, le mari ajoute une pièce maîtresse au costume de sa femme, le couvre-chef. Cette femme, qui a épousé à 12 ans le monsieur de tout à l'heure, Hadji Sherif, conserve encore aujourd'hui son chapeau. Plus il y a d'argent ou d'or sur le chapeau de la mariée, plus elle montre la richesse de son époux.
Et pour ne pas se faire voler ce chapeau qui coûte une fortune, on dit que la mariée le met la nuit sous son oreiller. Lors des fameux pique-niques, les vieilles femmes continuent de porter la coiffe de leur mariage. Ce chapeau appartient à notre culture très ancienne. Les femmes âgées le portent comme ça. Il est très chaud. C'est de l'or ici sur le haut. Elles portent le voile, comme ça. Les vieilles femmes, pas moi. Ici aussi, il y a de l'or. Les chrétiens de la communauté kurde, qui représentent environ 20% des 4 millions des Kurdes de la région, lorsqu'ils se marient, misent aussi beaucoup sur le chapeau. Les pièces qui représentent la dot du mari sont cousues directement sur la robe coffre-fort. Et les femmes ni les hommes ne manquent de panache. Ce sont des chrétiens assyriens qui se considèrent les descendants de la civilisation babylonienne. Les accessoires du costume ainsi que les broderies rappellent des symboles qui ont traversé le temps, dont l'aigle et le soleil. Tisserand de père en fils, dévidant et filant la laine, de chèvres dehors et dedans, ces chrétiens qui n'ont pas toujours des plumes sur la tête, dans la vie de tous les jours, s'habillent à l'occidental. Ils ne portent jamais les pantalons bouffants qu'ils tissent soigneusement. Dans la rue de ce village où tout le monde est tisserand, on préfère les t-shirts made in China. À 2 heures de route de la capitale, dans les montagnes du Kurdistan, les Yézidis, la 3e communauté religieuse de la région, portent des vêtements nettement plus sobres que leurs confrères musulmans et chrétiens. Pratiquant un culte pré-islamique, ils sont entièrement vêtus de blanc, symbolisant la pureté, et sont 600 000 environ en Irak. Nous ne devons pas porter de chaussures, car ici, c'est un lieu saint. Et les visiteurs aussi doivent être pieds nus. Le blanc, c'est peut-être aussi la lumière du soleil, qu'ils vénèrent tout autant que ce serpent noir qui s'incruste dans le mur. Quand l'arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat, il y avait un trou dans la charpente, et les gens risquaient la noyade. Alors un serpent boucha le trou et sauva tout le monde. C'est pour ça que le serpent noir est sacré pour nous. Dans les rues de la capitale, on rencontre peu de Yézidis en habits blancs, et les vêtements des jeunes citadins ne semblent trahir aucune préoccupation identitaire. On peut facilement reconnaître que l'on est kurde, ne serait-ce que par la langue que l'on parle. C'est notre identité et on n'a pas besoin en plus de l'habit traditionnel kurde pour nous identifier ou pour prouver aux autres que l'on est kurde. La mode est devenue globale comme l'anglais est devenu une langue internationale, utilisée partout. Le style et la mode vestimentaire sont les mêmes dans le monde entier. Pourquoi nous ne portons pas de vêtements kurdes aujourd'hui? Si vous faites attention, vous verrez que ce n'est pas pratique. On ne peut pas bouger facilement. Avec ce que je porte maintenant, je peux marcher, je peux courir. Et quand on est à l'université et qu'il y a très peu de temps entre les cours, il faut aller vite. Dans le monde actuel, tout va vraiment vite. Et tu ne peux pas aller vite si tu portes les vêtements traditionnels kurdes. Et au Kurdistan comme ailleurs, le jeune aime le gel plus que tout. La coupe de cheveux n'est plus une question d'identité géographique, mais générationnelle. La jeunesse d'aujourd'hui est connue comme étant la génération Facebook ou celle d'Internet. C'est là que l'on trouve les nouveaux styles. Lorsque la vieille génération voit les jeunes avec ce genre de coupe de cheveux, ils se moquent de nous. Ils nous taquinent et pensent qu'on ressemble à des filles. Je pense au contraire que c'est quelque chose de beau et de nouveau, et que notre pays a besoin de ça. Il a besoin de modernité. Les jeunes, garçons et filles qui ont grandi après la dictature et n'ont pas connu Saddam Hussein, se préoccupent beaucoup de leur tenue. S'ils ont de l'argent, ils le dépensent en vêtements et en téléphone portable. Les filles vont faire du shopping et les garçons aussi. Les garçons soignent leur look encore plus que les filles.
Et il ne manque ici ni rollers endiablés, ni rappeurs inspirés qui ne chantent plus le mal d'aimer avec l'oud, mais se dandinent un casque sur les oreilles. On rencontre même quelques rares émos, une sous-espèce de punk, geek et mélancolique, ainsi nommés car ils sont émotionnels. J'appartiens à un groupe de musique. Nous sommes 2 filles émo. Il y a plusieurs styles. Émo, rap et rock. Les rockers sont surtout connus pour leurs habits. Les émos se reconnaissent à leur coupe de cheveux. Mais ce que l'on ignore parfois, c'est qu'en février 2011, dans la foulée des révolutions arabes, les jeunes Kurdes aussi, dans leur tenue générationnelle et mondialisée, sont descendus dans la rue pour réclamer la fin de la corruption, plus de liberté et de travail. Mais ici comme ailleurs, la répression dans un premier temps a été sanglante. Les manifestations réprimées et 11 jeunes y ont trouvé la mort. Lors de ces manifestations qui ont duré 2 mois, certaines tenues se sont toutefois distinguées par leur modèle révolutionnaire, ni kurde ni arabe. Mais suite à la répression, le Guevara du printemps kurde, le bien nommé Aramche, a dû jeter son béret et raser sa barbe révolutionnaire, mais il a gardé le badge et le t-shirt. J'ai eu l'idée de m'habiller comme ça en lisant des livres. J'étais dans la bibliothèque de mon frère et j'ai trouvé un livre sur Che Guevara traduit en kurde. Quand je l'ai lu, je suis littéralement tombé amoureux de cet homme. Depuis quelques années, on se réunit avec un groupe de copains, une fois par an, pour nous souvenir du Che. Nous demandons la permission de faire cette cérémonie dans un parc public, le Parc de la Liberté. Paradoxalement, les nombreux voiles noirs et très couvrants apparus depuis quelques années au Kurdistan ont aussi quelque chose de révolutionnaire, en tout cas de très nouveau, car ici, le voile n'est pas le signe d'un retour aux traditions. Il n'a jamais fait partie de l'habit traditionnel, puisque les Kurdes ont toujours voulu se différencier des pays arabes et perses environnants. Je crois que les femmes sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à porter le foulard islamique, plus que dans le passé. Même si la nouvelle génération s'habille de façon moderne, beaucoup de filles se couvrent. Il y a 2 ou 3 partis islamistes ici. Je pense que c'est un peu une conséquence de la mondialisation, d'Internet et du téléphone portable. De nombreux parents sont effrayés par ce qu'ils voient et disent qu'il vaut mieux se couvrir pour aller à l'université ou se promener au bazar. Mais qu'on se rassure, un tchador noir sur une mini-robe rose au Kurdistan, ce sont seulement les poupées Barbie blondes qui en sont arrivées là. Elles sont aussi les seules à porter des vêtements cousus à la main et des modèles uniques. L'avenir du costume kurde est sans doute dans les mains de ces petites filles qui se réunissent tous les jours après l'école, réinventent les tenues qu'elles connaissent et cousent celles qu'elles aimeraient porter. Avant, ma mère était couturière. Parfois, elle nous faisait des vêtements. Quand mes habits deviennent trop petits, j'utilise le tissu pour créer de nouvelles robes pour mes poupées. J'ai vu celle-ci à la télévision. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Moi, je fais des vêtements pour l'intérieur. Par exemple, quand la poupée rentre à la maison, elle met cette robe. J'aimerais bien en avoir une comme ça. Je vais placer cette fleur sur cette robe. Je voudrais devenir couturière ou médecin. J'ai 2 passions, coudre des vêtements et soigner les gens. C'est ainsi que les vêtements du Kurdistan d'Irak, future nation de couturiers et de médecins, racontent un pays qui va résolument vers la modernité et perd peu à peu son identité locale au profit d'influences régionales et mondiales de plus en plus visibles.